bien, c'est parti. Bonjour Alan Spad. Bonjour Alice. Je suis vraiment heureuse de te recevoir parce que c'est la première fois qu'on se rencontre finalement. Bon, bah, c'est par l'intermédiaire d'un écran encore, mais au moins je te vois, on peut parler, c'est vraiment très sympa depuis le temps qu'on se connaît sur les réseaux sociaux. Je te connais depuis que j'ai commencé, mais toi tu as commencé bien avant moi. Euh, et, et on va parler aujourd'hui de ton roman Passager clandestin. Alors, je vais quand même te présenter un petit peu. D'accord. Tu écris principalement de la science-fiction, hein, du Oui. fantastique, mais de la science-fiction plus particulièrement. Oui, Euh, tu vas nous en parler tout à l'heure. oui. Mais tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque tu écris aussi. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, moi, il y a un an, parce que je n'avais pas percuté. Mais tu écris aussi des genres de thrillers avec une Oui. pointe de fantastique dedans, je dirais. Hein, mais c'est du thriller, hein, Oui. enfin du thriller aventure, espionnage, voilà. Mais Voilà, voilà, infiltration, oui, ce genre de choses. Oui. voilà, mais on n'est plus à science-fiction. Voilà. Et On est donc, pas assez- tu m'as toujours beaucoup fasciné parce que tu es vraiment ce que je considère comme un auteur vraiment indépendant. Parce que alors tu vas nous en parler après, bien que le sujet ici dans ces entretiens que je mène, c'est toujours de parler de l'écriture et de la façon dont tout tourne autour de tes romans, voilà, des romans vraiment des auteurs, leur façon d'écrire, des personnages, et pas de parler ni de marketing, ni de vente, etc. Mais dans ton cas, on va faire une petite exception, on va en parler parce que c'est très original ton travail. Tu m'expliqueras après et tu me corrigeras si je me suis trompée dans la description, mais tu gères ton écriture vraiment comme une entreprise indépendante. Oui. Tu te déplaces les week-ends, tu vends tes livres dans des endroits où on vend des livres. Hein. Et il y a dans cette démarche, je trouve, que tu as, très particulière, à la fois beaucoup d'orgueil et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'orgueil parce que on sent que ta démarche, ça veut dire je veux dépendre de personne. Voilà. C'est Donc il y a beaucoup d'orgueil là-dedans quand même. Et il y a aussi beaucoup d'humilité parce que c'est aussi, je considère que mes romans sont des produits que je dois vendre pour vivre. Donc il y a aussi une humilité, il n'y a pas un ego surdémesuré d'un écrivain qui estime que voilà, son livre qu'il a écrit est sacré, etc. Donc ouais. j'aime beaucoup les deux aspects. Et j'ai l'impression, pour avoir lu Passager clandestin, donc, que tu n'es pas très loin de tes personnages, qu'ils ont un peu ils ont un peu des deux. Ils ont un peu de cet orgueil et de cette humilité que tu as. Mais je me trompe peut-être complètement, hein, tu vas nous en parler. Yes. Donc, Tu as raison. voilà. C'est souvent comme ça, hein. On a tendance Oui. à imaginer l'auteur en fonction des personnages qu'il écrit. C'est complètement idiot parce que moi j'ai écrit des trucs tellement différents que si vraiment je devais ressembler à tous, mais il y a un peu de moi dans chacun, c'est vrai, et tu vas nous dire tout à l'heure. Alors, je vais passer rapidement en revue les romans que tu as écrits. Donc, enfin, pas tous parce que tu en as écrit énormément. Mais grosso modo, on va simplifier. Tu as toute une série qui s'appelle Le cycle d'Ardalia, Oui. hein, Par Tom. voilà, donc que tu as décliné en tomes différents puis en intégrale. Tu as des nouvelles que tu as écrites aussi, Les Explorateurs et puis un autre recueil de nouvelles. Oui. Tu as deux livres qui m'ont surpris. J'ai cru d'abord que c'était des livres, tu vois, genre livres pratiques pour organiser sa vie. Puis après, je me suis rendu compte, non, c'était des vraies fictions d'aventure. C'est Votre santé, c'est notre avenir. Oui. Et Shopping. Oui, tout à fait. J'ai Euh, cru. qui sont intégrés en fait au recueil de nouvelles qui Ah, s'appelle d'accord. Vagabond. Et en fait, ça a été le recueil qui a marqué mon arrivée dans le thriller. En fait, à ce moment-là, j'ai arrêté un peu d'écrire de la science-fiction et de la fantasy provisoirement, et je me suis mis sur le thriller avec ces nouvelles parce que j'aime bien démarrer sur des nouvelles pour essayer seulement dans un deuxième temps après d'écrire un roman. Ça a été ma D'accord. démarche aussi avec les explorateurs dans la science-fiction. C'était un Oui, peu tu l'idée. choisis pas la facilité parce que les nouvelles, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est Hein. vrai. Justement, c'est l'exercice sans doute le plus difficile. Donc,
mais en même temps, c'est un bon exercice pour Oui, se roder. oui, oui, pour découvrir au niveau, pour explorer un nouveau genre, oui, Voilà, effectivement. il y a moins d'enjeux par rapport à un projet entier qui prendrait par exemple une année ou autre, ou qui fait voilà 90 000 mots ou ce genre de choses, parce que, à la rigueur, si on réussit moins bien, c'est juste une nouvelle. Oui, 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 c'est vrai. Alors ensuite, il y a donc plusieurs thrillers, Passage et clandestin dont on va parler, mais il y a Le Vagabond, apparemment, Le Voilà, baiser de la lionne, je crois que c'est un thriller tout à aussi. fait. C'est Désastre, confrontation, entre deux feux, tout ça c'est des thrillers? non, non. Non? Alors, Ah, ce qui fait partie du recueil Le Vagabond, c'est donc Le Vagabond qui est la toute première histoire que j'ai mis d'ailleurs en gratuit sur Internet pour que les gens puissent découvrir voilà, ces ce écrits-là. personnage. Voilà. Donc Le baiser de la lionne qui suit avec le même personnage. Et la troisième histoire qui va se suivre toujours avec le même personnage, ça s'appelle Votre santé, c'est notre avenir, qui n'arrive pas immédiatement après. Il y a Shopping qui s'intercale avec un autre personnage, mais dont on va faire allusion aussi un petit peu dans Votre santé, c'est notre avenir. Et ensuite, j'ai récupéré aussi une ancienne nouvelle qui était assez nettement plus fantastique, qui s'appelle Grand pouvoir séculaire, mais qui est quand même située dans la vie réelle. Une nouvelle qui avait été intégrée précédemment dans une autre anthologie fantastique qui s'appelait Alice au pays des morts, et qui avait donc pour thème le passage au pays des morts, un petit peu le décalage entre le réel et vraiment le D'accord, fantastique. d'accord. Et tu as aussi fait partie des indépendants. Oui, Alors c'est quoi les indépendants? j'ai Explique-nous. soutenu cette initiative qui permet aux auteurs aussi de se faire connaître, indépendants, donc en permettant aux lecteurs de découvrir des nouvelles gratuites via ce magazine qui est distribué soit gratuitement, soit à un prix très raisonnable. Voilà, sur les différentes plateformes de vente en version e-book, donc Amazon, la Fnac, voilà, les Apple, tout ça. Oui. Et, euh, et donc voilà, ça permet de se faire connaître. Et effectivement, Le Vagabond a été sélectionné, donc c'est pas, enfin, il y a un comité de lecture qui vérifie évidemment la qualité des textes. Et j'ai eu cette chance de pouvoir être Et sélectionné oui, par. ce qui donne une garantie au lecteur, il sait qu'en achetant l'indépendant, il va découvrir des auteurs, mais qui tous, Voilà, voilà, ont une qualité, en fait. voilà, exactement. Ouais, c'est un avantage de savoir que ce sont des nouvelles qui ont quand même été sélectionnées, qui a une vision éditoriale derrière. Oui, d'accord. Eh ben, super, écoute, tu es vraiment très très prolifique, hein. Mm. Ça fait longtemps que tu écris. Oui, depuis 2001, mais avec un tout premier roman qui n'était pas assez abouti. J'ai mis 2 ans à écrire et qui était un peu une sorte d'hommage au roman Conan le barbare de Robert Howard. Voilà, les différentes nouvelles d'Howard qu'il avait mis, qui ont été ensuite regroupées en. En Oui, recueil, oui. voilà. Mais c'est vrai que c'était pas assez abouti. Et donc, celui-là, je l'ai laissé dans un tiroir. Et après, je C'est suis bien. parti dans un premier temps, en 2004, j'ai commencé à écrire le Souffle d'Aolès, le premier tome de la trilogie Ardalia. Après, comme à ce moment-là de ma carrière, j'étais encore dans l'optique de trouver un éditeur, et que cet éditeur m'a fait attendre longtemps avant de me donner une réponse. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque, de toute façon. Voilà, disons que c'était, oui, dans ces années-là, c'était vraiment la voie qu'on pensait. Enfin, La non, seule, quasiment. Parce qu'après, sinon, c'était compte d'auteur ou auto-édition, c'était d'abord très mal vu, puis surtout, c'était difficile. Fallait financer, fallait faire des stocks, etc. Et c'est peut-être voilà. comme ça que tu es arrivé à cette notion d'avoir des livres et d'aller les vendre, alors. Oui, en fait, comme cet éditeur a mis beaucoup de temps donc, à refuser, j'ai entre-temps écrit un recueil Les... de nouvelles qui s'appelait à l'époque Espace Espasme, qui est devenu ensuite Les Explorateurs, quand je l'ai fait éditer en 2009, entre voilà, 2009 et 2011. Euh, Parce que, bon, je suis resté à la recherche quand même d'un éditeur malgré tout, mais c'était une période, si tu veux, entre 2004 et 2009, où j'expérimentais à la fois l'auto-édition et en même temps, j'étais pas sûr de ne pas vouloir être édité. Donc je continuais un peu ces démarches-là. Et j'ai voulu donner une dernière chance à l'édition traditionnelle avec les explorateurs. Donc j'ai tourné pendant un ou 2 ans avec cet éditeur. Et
quand j'ai vu effectivement ce que je recevais, genre 100-150 euros par an pour un livre que j'avais écrit, je me suis dit que ça valait vraiment pas la peine. J'avais aussi un boulot alimentaire à cette époque-là en tant que conseiller emploi qui me permettait d'avoir un temps partiel et qui m'a permis ensuite, quand j'ai voulu m'affranchir de cet éditeur, d'aller en dédicace tout en ayant un revenu fixe chaque mois mensuel. Donc entre 2006 et 2014, j'ai été conseiller emploi, alors qu'auparavant, entre 96 et 2004, j'ai été journaliste professionnel dans la presse jeux vidéo. Et donc, à la fois, j'avais l'habitude de l'écriture, à la fois, ce métier de journaliste dans la presse jeux vidéo m'a permis de rencontrer des développeurs de jeux vidéo qui ont enrichi mon imaginaire. Bien sûr. Voilà. Et je voulais aller plus loin dans l'écriture que le journalisme. Donc tout ça a fait que ça a donné ce parcours-là. D'un côté, je suis parti sur l'imaginaire, mais j'ai gardé de mon cursus de journaliste l'intérêt pour l'actualité, qui a fait qu'ensuite, quand j'ai voulu aller sur le thriller, j'avais des sujets sur lesquels rebondir en fait. Ah oui, d'accord. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Super. Et alors alors on va en venir après. Je veux pas mélanger les questions, mais on va commencer à parler de Passagers clandestins. C'est un thriller. Alors j'ai essayé de le qualifier un peu. Je me suis dit thriller économique, industriel, écologique. Oui. C'est à tendance écologique, avec aussi un point de vue, je pense, assez important sur les associations, puisque ça se passe dans une association et que ma femme, qui travaille dans une association, a été une assez bonne source d'inspiration, notamment par rapport au titre d'un chapitre qui s'appelle Le petit peuple du rez-de-chaussée, parce que dans son association, les gens qui sont un petit peu, on va dire, en bas de l'échelle, sont aussi au rez-de-chaussée, et plus on grimpe, bon, je pense que ça doit... C'est amusant, oui. Et de temps en temps en entreprise quand même aussi, que plus on grimpe dans les immeubles, plus... Oui. Tu as pu observer ça de près, un petit peu le fonctionnement. Et puis aussi, peut-être, tu as épinglé quelques personnalités aussi, parce que ils ont tous leur personnalité. C'est amusant comme tout. Oui, j'ai essayé effectivement de mettre de la chair, de la vie, et donc de penser à des personnes que je connais ou d'en imaginer plus ou moins, voilà. Mais par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce monde, finalement, c'est ça qui est... Oui, parce que c'est une histoire de scandale pharmaceutique. Donc on est en plein dedans, hein, en ce moment, ça n'arrête pas. Et chaque fois que j'ouvre ma radio, j'entends parler d'un dernier scandale. Et donc on est vraiment en plein là-dedans. Et cette association qui a été fondée par une des personnes qui au départ faisait la publicité pour ce produit ou testait le produit et qui ensuite a été mutilée à cause de l'utilisation de ce produit, a créé finalement une association qui va lutter contre ce labo pharmaceutique. Voilà. Bon, ça, je ne veux pas en dire trop non plus, mais voilà, ça pose le cadre du lieu, voilà, du lieu de l'association. Pourquoi cette association? Ce qui m'a inspiré pour ce début d'histoire-là, c'est effectivement la personne qui posait pour les photos Marlboro qui fumait, qui a eu un cancer, tout ça, donc qui fumait énormément, et le fameux cowboy qu'on voyait tout le temps sur les affiches. Et donc ça m'a un peu inspiré. Ça permet d'être assez proche de la vie, effectivement. Le lecteur comme ça peut arriver à se projeter beaucoup plus facilement. Oui. Il y avait eu un bon roman qui était sorti où on parlait de ce personnage, et ça s'appelait Sale Fumeur. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de ce roman. Il était sympa parce qu'en fait le personnage principal était un anti-héros qui faisait de la publicité pour les cigarettes, toujours de nos jours, ou pour je sais plus, ou pour les armes, enfin je sais plus. Et alors c'était marrant parce qu'ils avaient une réunion au sommet, ils étaient les 3 personnes les plus haïes en tout cas des États-Unis, et il y avait celui qui défendait la communication des armes, celui qui défendait la communication des cigarettes, et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, quel truc, et donc ils se réunissaient de temps en temps pour se déverser toute leur déprime, parce qu'ils étaient haïs chaque fois qu'il y avait une émission de télé, etc. Mais on voyait tous leurs mensonges, tous leurs trucs, toutes leurs manipulations, et à un moment donné, il va, bon alors c'est très rigolo, hein, l'intrigue, et il va et il rencontre ce monsieur dont tu parles, qui a fait longtemps la publicité Marlboro, voilà, et qui est bien sûr est mort d'un cancer au poumon. Voilà. Donc, alors toi, ton héros, il s'appelle Vic l'Empereur.
c'est un héros vraiment avec un passé spécial, un ancien djihadiste, Ouais. mercenaire, hein. Oui. Bon, ça veut dire qu'il adhère pas, si on donne la notion de mercenaire, c'est qu'il adhère pas aux idées, mais que pour des raisons qui appartiennent, donc je laisse les lecteurs découvrir dans le livre, c'est vraiment intéressant. Il a un beau passé, ce personnage, et donc, pour des raisons qui lui appartiennent, à un moment donné, il s'est retrouvé djihadiste en Mauritanie, plutôt par loyauté finalement, pour une famille et pour un ami qui l'ont recueilli. Et Voilà. maintenant, il est rentré en France dans ce roman, Le Passager clandestin, et il aide la police dans leurs enquêtes grâce à un don spécial dont il ne parle à personne, mais je peux en parler parce qu'on le voit tout de suite dès le premier chapitre, donc je ne vais pas faire un grand spoiler beaucoup. Oui. C'est que il est de temps en temps possédé par Voilà. des morts. Tout à fait. Voilà. Et donc, bien sûr, ces morts lui donnent parfois la clé. C'est souvent des morts qui ont des choses à régler, notamment qui sont morts de mort violente, et donc il lui donne souvent la clé de, de leur assassinat, par exemple, ou de leur, voilà. Et donc, lui, il a des informations, il sait où se trouve caché, et il les donne aux flics, mais il doit à chaque fois trouver un prétexte réel, parce qu'il sait bien que sinon, il serait immédiatement envoyé en asile de fous s'il disait non, mais c'est le mort qui me l'a dit, quoi. Donc, est-ce que toi, tu peux nous présenter ton roman en quelques phrases, un genre de pitch, tu vois? Oui, ben, donc pour Passager clandestin, donc, qui peut se lire individuellement par rapport à ce passé dont on a parlé, tout à fait, oui. qui commence avec le vagabond, ça peut complètement se lire indépendamment en tant que roman. Donc c'est un personnage qui, à un certain moment, a l'une de ses relations d'enfance qui est retrouvée mort assassinée. Suite, en plus c'est dans un contexte où suite à la première histoire, le vagabond il avait eu des démêlés avec un laboratoire pharmaceutique, et donc il y avait un procès où il devait témoigner, il avait un témoignage important à fournir, et il se rend compte que ce personnage de son enfance qui est retrouvé mort, on essaie de lui faire porter le chapeau par rapport à son assassinat. Et donc, il va se retrouver discrédité pour le procès, mais il n'a pas d'autre choix que de fuir et de se cacher sous une fausse identité dans une association qui se trouve en Mayenne, côté d'Andrières-les-Vallées. Et c'est là qu'il va se produire d'autres faits, parce que cette association s'occupe, elle, d'agroalimentaire, de défense du consommateur. Association qui fait aussi la promotion de la nourriture bio, mais ils ont aussi un chimiste qui analyse la composition des aliments des grands groupes. Ah oui, oui, oui. J'ai fait une erreur, j'ai mélangé le produit pharmaceutique et l'agroalimentaire pour oui. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, et oui. je montre aussi dans Passager clandestin qu'il peut y avoir une collusion des fois entre chimistes, entre les grands lobbies. Oui, oui. Voilà. Super, super, vraiment très bien. Alors, donc d'où elle t'est venue cette idée? Donc à ce moment-là, effectivement, il y avait des affaires liées à l'agroalimentaire. Notamment, on a eu, en fait, le roman est sorti à peu près au même moment que l'affaire Lactalis, le lait contaminé. Donc, il y a eu toute cette histoire qui allait arriver, que je sentais arriver juste avant la sortie du roman, et donc ça m'a donné l'idée de travailler sur l'agroalimentaire. Auparavant, j'avais travaillé un peu justement avec Votre Santé, c'est notre avenir dans le domaine de la santé, en me documentant un peu sur les laboratoires pharmaceutiques. Et là, j'ai voulu aller effectivement dans un autre grand volet qui est l'industrie agroalimentaire. Ça me permettait de toucher un peu des différentes industries qui sont rentables. Oui. Et je voulais aborder, j'avais pensé aussi un peu au Grand Restaurant, qui est un film comique, mais qui abordait la malbouffe. Et donc, c'était une manière d'aborder la malbouffe, mais qui n'a rien à voir avec le Grand Restaurant. Pas du tout, oui, non, non, parce qu'on n'est pas dans une comédie du tout. Là. Non. Oui, mais je comprends tes sources d'inspiration, en fait. Mais alors, tout d'un coup, on a ce personnage, donc tout ça, en fait, disons que ça rentre dans la grande lignée des manchettes, de ce genre de romans. Mais toi, ton personnage, quand même, il y a ce petit piment du fantastique au milieu. Oui. Je dis fantastique entre guillemets parce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas fantastique, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas fantastique de parler avec des morts ou
d'envisager qu'il y a des morts autour de nous qui bougent, et pourquoi pas. Et donc pourquoi ça, d'où ça vient cet aspect-là? Cet aspect-là, je pense que c'est lié au fait que j'ai pas mal écrit dans le fantastique et que je voulais garder cet aspect-là. Et en plus, c'est vrai que j'aime bien un auteur comme Stephen King qui fait dans le fantastique et donc ce basculement du réel au fantastique ou qu'on peut avoir par exemple aussi dans des romans classiques comme Le Portrait de Dorian Gray. C'est vrai que ça m'attirait. Ça Oui, m'attirait. oui, oui. J'avais envie de garder un pied là-dedans quand même. Oui, 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 oui. Mais c'est bien harmonisé. Enfin, je veux dire, ça rentre tout à fait dedans et c'est non, et ça choque pas. Ça fait pas deux genres qui cohabitent. C'est vraiment, ça fait vraiment un tout dans ton roman. Mhm. Alors, il y a autre chose aussi qui m'a amusé dans ton roman, c'est il y a une histoire d'amour. Hein, voilà, Mhm. il y a une belle histoire d'amour. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que disons que les rôles masculins-féminins sont un petit peu bousculés complètement, puisque habituellement, on a quand même, de façon classique, faut bien le dire, malheureusement, toujours un homme riche, puissant, etc., et une femme jolie et voilà, un peu moins puissante. Hein, l'homme représente souvent le pouvoir et la puissance d'argent. Et dans ton roman, c'est l'inverse. On a une femme qui est très belle, très sexy, etc., mais alors qui représente le pouvoir et la puissance d'argent, assez clairement. Et puis, c'est une riche héritière. Elle ira même plus loin que ça. Hein, je ne vais pas spoiler. Mais elle a aussi la puissance de l'intelligence. Elle est belle, elle est excellente stratège, puisque c'est elle qui organise tout ça. Elle organise tellement que des fois on se demande si elle ne fait pas un double jeu et s'il n'y a pas autre chose derrière cette organisation, soi-disant pour faire tomber. Bon, j'en dis pas trop. Oui. Donc, c'est amusant parce que Oui. voilà, comment, pour Ça, quelle ça a été raison tu as fait ça? Ça a été un personnage, effectivement, ce côté un peu romance classique où un petit peu Pretty Woman, où la femme tombe amoureuse du millionnaire, etc. Euh, je l'avais aussi effectivement dans la tête. Et effectivement, l'idée de contrebalancer ça et d'aller vers une femme de pouvoir me semblait d'autant plus intéressante que mon personnage qui est devenu détective dans Passager clandestin, détective privé, est un ancien baroudeur, quelqu'un euh, qui était assez brut de décoffrage et qui a dû un peu se civiliser en rentrant en France dans le premier recueil. Et donc, de le confronter à quelqu'un finalement de pouvoir qui soit une femme, ça me semblait très intéressant. Oui, ça le déstabilise forcément, ça le Oui, déstabilise. oui, tout à fait. Mais en même temps, ça fait sortir, disons, ses faiblesses entre Oui, guillemets, mais qui, bien sûr, c'est toujours une force de découvrir sa propre sensibilité pour un homme et ses faiblesses, enfin, et de les accepter. Donc, ça l'enrichit en fait, ça enrichit ton personnage. oui, De exactement. tomber amoureux de ce genre de femme l'enrichit, voilà. Oui, voilà. Oui, Et c'est vrai que les rapports entre les personnages dans les romans sont souvent ceux qui les font évoluer et ceux qui nous les révèlent à nous autres auteurs. oui. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir aussi des contrastes, des rencontres inattendues et d'arriver à se surprendre soi-même aussi en tant qu'auteur et de se laisser emporter par les personnages et par leur choix. Oui. Alors bon, tu sais qu'à chaque fois dans un entretien, je me fais un grand plaisir, je lis un extrait. Alors c'est un Oui, extrait que tu as choisi, qui se situe au début du roman. Le héros qui donc, on a d'abord une petite scène où il y a des histoires de possession, voilà, de mort, etc. Et donc il a décidé d'essayer de voir un médium qui pourrait l'aider à se débarrasser de ça ou à faire taire cet aspect ou à se voilà. protéger. Voilà. Donc, Il y a une sorte de porosité par rapport aux morts oui, quand voilà. vers certains objets qu'un mort a pu être susceptible de posséder, ben, c'est là qu'il risque de se faire lui-même posséder par le fantôme. Donc il veut, pour lui, c'est un danger en quelque sorte presque permanent, donc il veut se débarrasser de ça. Oui, se débarrasser ou se protéger. Alors, l'appartement, recouvert d'une moquette pourpre et bleu marine épaisse, sentait le renfermer sous une faible odeur d'encens. Il faisait grand jour dehors, mais les rideaux étaient tirés et un unique globe répandait sa lumière tamisée du plafond. D'autres rideaux, devant deux ouvertures au fond de la pièce, ajoutaient encore à l'atmosphère feutrée, voire oppressante. Quelqu'un semblait d'ailleurs s'agiter là derrière. Comme Vic s'avançait, cependant,
Le bruit cessa. Seul substituait le tic-tac d'une antique horloge murale. La prétendue spiritiste passa devant lui et alla s'installer de l'autre côté d'une table ronde en bois massif. Le tapis, en dessous, figurait un pentacle doré. Elle s'assit et fit signe à Vic de l'imiter. La chaise en osier grinça sous son poids. Les barreaux du dossier lui rentrèrent dans le dos, le forçant à rectifier sa posture. Des tableaux dans leur cadre aux moulures couleur bronze, bizarrement de l'art moderne, autre escroquerie selon lui, étaient suspendus au mur à sa droite. À peine eut-il posé les yeux sur ces motifs et la vie abscon qu'il s'en désintéressa. La Zalandava avait sorti d'un tiroir de la table une planchette de Ouija et un verre. Vic l'arrêta de la main. « Je ne suis pas ici pour entrer en contact avec un esprit, expliqua-t-il, faisant se plisser les yeux de la vieille rombière. Ni pour des affaires de cœur, ni d'argent. Je suis là pour un entretien entre spécialistes. » De nouveau, elle haussa les sourcils. Ses talents de devineresse s'étaient déjà battus en brèche, semblait-il. « Voyez-vous, je suis par moments capable de percevoir l'esprit des morts. Vous, un médium ? Vic fit la grimace. Il arrive aussi que ceci me possède, s'empare de mon corps. Fallait pas vous adresser à moi dans ce cas, rétorqua-t-elle aigrement, mais à un exorciste. Les démons n'ont rien à voir là-dedans. Ce sont réellement des morts qui me possèdent. Je vous l'accorde, ils sont souvent... Vic chercha ses mots en fixant l'un des rideaux. Sa peau se mit à le picoter, et un malaise s'insinua dans le creux de son estomac. Ça ne pouvait pas être. Et pourtant... Obsessionnel, intense, voire un peu zinzin, pour tout dire. Voilà, il a fini sa phrase comme ça. On voit pas les guillemets quand je lis, donc voilà, c'est pour ça que je précise. En fait, cette scène, au début, on la lit, on pense qu'elle nous apporte un éclairage sur le personnage, et puis après, quand l'histoire se développe, on l'a un peu oubliée en quelque sorte. Et puis, elle rejaillit. Voilà, je ne spoilie pas non plus en disant que finalement, voilà. c'est une scène clé. Oui, c'est pour ça que je l'ai mise, parce qu'effectivement, je me suis dit que pour quelqu'un comme toi qui aurait lu le roman, ça ferait peut-être voilà, encore Oui, plus oui. le déclic par rapport à ce qui s'est passé après. Oui, tout à fait. Ça m'a fait du bien d'ailleurs de me la rappeler. Alors, lorsque tu écris, est-ce que tu as, parce que tu écris quand même beaucoup, est-ce que tu as des recettes d'écriture? Est-ce que tu élabores d'abord ta structure ou est-ce que tu pars comme ça sans savoir où tu vas? Comment est-ce que tu travailles? Oui, j'ai quand même des recettes. J'élabore la structure effectivement avec des scènes, donc en essayant d'imaginer certaines scènes, en imaginant le scénario et en essayant de relier certaines scènes. Donc j'ai des étapes clés. Des fois, j'essaie d'avoir la fin en tête notamment. Et donc j'ai un scénario général et je considère presque chaque chapitre que j'écris comme une petite histoire à part entière. C'est le fait d'avoir débuté en tant qu'auteur de nouvelles qui fait sans doute ça. Et je pense que pour quelqu'un qui voudrait aller dans l'écriture, se mettre à écrire, ça serait moins difficile, redoutable pour lui l'écriture, de considérer l'écriture simplement comme l'écriture de petites histoires, plutôt que de se dire je vais écrire voilà tout de suite un roman, C'est vrai. voilà, pour pas se laisser submerger par par le travail, mais par l'ampleur de la tâche. Donc voilà, et ce que je fais, c'est quand j'écris, je, je relis systématiquement ce que j'ai écrit la veille, donc je suis quand même pas mal un relecteur et un correcteur. J'aime bien quand même corriger au fur et à mesure pour pas me retrouver avec une masse de corrections quand j'arrive à la fin. Donc je suis pas un auteur qui va faire ce que les Américains ou les Anglais appellent le first draft, qui est le premier brouillon en quelque sorte très rapide avec tout le roman. Moi, je pas trop comme ça. J'écris plus vraiment au fur et à mesure, mais avec quand même un plan, enfin certaines étapes, d'accord, je des comprends. idées, voilà, des idées que je vais coucher sur le papier et que je vais reprendre, dont je vais m'inspirer à chaque fois quand je vois que je bloque un peu. Et quand je bloque vraiment, le fameux syndrome de la page blanche, ben, dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai pas assez réfléchi un petit peu à la suite. Donc des fois, c'est bien de reprendre un peu ce qu'on a déjà écrit pour voir l'évolution. Et des fois, il faut arriver vraiment à se projeter et à imaginer autre chose.
voilà, je suis beaucoup dans le côté intrigue est important pour moi, et je sais que je suis un peu meilleur pour l'intrigue que pour tout ce qui est sentiments, etc. Il faut plus un petit peu que j'aille chercher les sentiments pour les mettre. Donc voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille. Je pense que c'est important de se connaître soi-même pour connaître ses défauts et essayer d'y remédier. Quels sont tes auteurs à qui tu te réfères dans ta tête ou voilà, qui t'inspirent ou que tu aimes bien, tout simplement? Alors, ben, il y a les auteurs que je cite souvent en quatrième de couverture de mes livres, hein, donc dans les deux domaines différents qui sont à la fois donc la science-fiction, la fantasy et le thriller, le polar. Voilà, ça va être des auteurs comme Asimov pour la science-fiction, comme Tolkien évidemment pour la fantasy ou Robert Howard, euh, ou des auteurs comme Lovecraft aussi pour le côté fantastique, qui déjà lui était un peu plus fantastique à la fois aussi avec le réel, un lien dans le réel. Et des auteurs comme Stephen King, voilà, Harlan Coben, voilà, des auteurs qui vont plus, et aussi John le Carré, évidemment, qui m'a aussi pas trop mal inspiré par rapport au Vagabond, au Baiser de la Lune, Oui, pardon. oui, oui, le carré, oui, oui, on le sent aussi dans Oui, comme source d'inspiration, on le sent très bien oui, maintenant. Oui. oui. Ce côté Mm. proche de l'actualité, effectivement, documenté quand même, arriver à se documenter, donc c'est du travail aussi de récupérer tout ce qu'il faut comme, moi Et ce que alors j'appelle. maintenant, tu arrives à vivre de ce que tu écris? Oui, j'arrive à vivre. Bon, on va dire que vivoter, ça serait un terme Oui. plus exact. Mais le Tu fait, génères un revenu régulier, disons, voilà, je fais un revenu voilà, régulier. même si c'est pas énorme, mais Là, l'année passée a été meilleure que toutes mes précédentes, sans que ça c'est soit bien. extraordinaire, hein. Voilà, je suis un peu au-dessus du seuil de pauvreté, peut-être. Mais sur cette année-là, après, il faut voir sur différentes années. Parce que je peux avoir une année où je vais moins commander de livres, et l'année où j'en commande plus, mes revenus vont mécaniquement baisser parce qu'il y aura eu plus Oui, d'investissement. bien sûr. Mais voilà, c'est le Oui, jeu du parce marché. qu'en fait, ton système, tu commandes tes propres livres qu'ensuite tu vas vendre physiquement. Physiquement en dédicace, donc c'est ça qui constitue l'essentiel de mes revenus. J'essaie Incroyable. d'avoir une démarche aussi par rapport évidemment aux e-books, etc. Et comme j'ai réalisé aussi la traduction de deux de mes romans, et j'ai fait traduire aussi le premier tome, Le souffle d'Aulès, du cycle d'Ardalia, j'ai aussi une démarche de promotion, plus en version e-book cette fois, de mes romans anglais, mais donc avec ce qu'on appelle newsletter, où j'essaie d'avoir un. Oh, vraiment, c'est très impressionnant. Et en plus, c'est des investissements à chaque fois, tout ça. Oui, c'est des investissements sur les e-books, c'est pas mal d'investissements, surtout en Angleterre, parce que là, le, ce qui se dit maintenant, c'est qu'Amazon joue euh, le fait de payer pour être vu. C'est-à-dire il faut faire de la pub sur Amazon souvent pour être vu, ou faire de la pub via d'autres acteurs. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec notamment d'autres newsletters que la mienne, des gens qui rassemblent, qui sont assez portés sur le marketing, évidemment aux États-Unis, ils ont D'accord. beaucoup côté entreprise, qui nous D'accord. permettent de Oui, et toucher. puis même la traduction, tu as investi dans la Oui, traduction aussi, ça oui, j'ai investi dans la traduction, donc bon, c'était normalement un investissement classique qu'un éditeur va faire pour le tarif conventionnel d'un traducteur, ça va être 10 000 € pour un roman, donc c'est énorme. Donc moi, j'avais pas cet argent-là. Oui, J'ai fait bien un sûr. premier traducteur qui m'a coûté 2 000 €, et ensuite, comme j'avais une romancière de langue anglaise qui s'appelle Christine Catherine Rush, euh, qui m'a dit que ma traduction n'était pas suffisamment aboutie. J'ai fait appel à un deuxième traducteur qui m'a recoûté encore 2 000 €, et c'est là que j'ai vu que j'arrivais difficilement à rentabiliser le roman, et qu'il fallait que je trouve une autre solution. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une correctrice professionnelle de langue anglaise qui était dans mes fans, que j'avais découvert grâce à un site qui s'appelle Goodreads, un site un petit peu l'équivalent, comment ça s'appelle, des blogs, enfin, qui rassemblent différents blogueurs, etc. Enfin, et qui permet une sorte de réseau social du livre. Ouais. Euh, voilà, et donc cette personne-là était dessus. En fait, moi, ce que je faisais, j'envoyais mes romans papier, en format papier, à des lecteurs pour avoir ensuite pour bénéficier de commentaires, et aussi des versions e-book à ces lecteurs gratuites en échange de commentaires. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et elle s'est mise à corriger non seulement donc The Brief of Aoles, le souffle d'Aoles en version anglaise, mais ensuite elle m'a tout remis en forme
pour les deux suites Eau turquoise, donc Turquoise Water, et désolé pour l'accent, et Les Flammes de l'Immolé, The Flames of the Immolated. Là, pour le coup, j'ai dû traduire moi-même grâce à des sites internet, parce que bon, j'ai un certain niveau en anglais, même si ce niveau il est plus à l'écrit qu'à l'oral, évidemment, parce que je suis pas un auteur. Mais voilà, donc ça m'a permis avec des sites comme Google Translate, Reverso, d'arriver déjà à avoir une première traduction assez basique, mais qui au niveau du sens était très proche du sens que moi je voulais. Et ensuite, avec l'aide de la correctrice, on remet tout en forme, parce que évidemment les expressions, la manière de parler, il faut. Oui, et puis si c'est une grande lectrice de ton genre, et donc j'imagine qu'elle lit beaucoup, elle a aussi une petite fibre littéraire, c'est pas juste. Voilà. C'est super important. Elle connaissait l'univers. Donc j'avais une relation d'amitié qui s'est liée par rapport à tout ça, parce qu'elle aimait bien ce que j'écrivais, et effectivement elle a ce côté littéraire, cette connaissance d'énormément de livres. C'est une grande lectrice, ça aide énormément. Mais oui, bien sûr. Alors quel est tu travailles sur quoi en ce moment? Donc là je travaille sur la suite de Passagers clandestins, donc où là cette fois c'est un peu dans la continuité, de la même manière que Passagers clandestins était un petit peu dans la continuité du Vagabond, puisqu'au début je fais référence à un procès dans l'industrie pharmaceutique, alors que il y avait donc l'une des nouvelles du recueil de Vagabond qui s'appelait Votre santé, c'est notre avenir. De la même manière, on va rester un peu sur l'industrie agroalimentaire au début du prochain. Pour aller vers... Ah oui, d'accord. Voilà, et ça va porter sur la nourriture, en fait, la viande synthétique, à base de cellules souches, la biotechnologie, en fait, qui permet d'avoir en fait de la viande sans générer de dépenses d'eau inconsidérées, parce que les élevages, tout ça, ça coûte énormément d'eau, et il y a des problèmes de méthane, de réchauffement climatique. Donc c'est aussi, on reste sur une thématique écologique. Donc de la viande, oui, synthétique, comme tu dis, la viande qui n'est pas de la viande au départ. Et alors c'est bien ça, c'est l'avenir, tu veux dire? Disons que je me prononce pas dans le roman par rapport à ça. Je laisse un peu le lecteur, j'essaie de donner des éléments pour que le lecteur lui-même fasse ses choix, mais c'est vrai qu'étant donné les gros problèmes de réchauffement climatique qu'on a, et que ça représente une part non négligeable, je crois 20% du réchauffement climatique, me semble-t-il, d'élevage, il me semble qu'il faudrait y aller, surtout avec un public d'Américains qui est très très pro-viande. Donc effectivement, ça serait une solution peut-être d'aller vers là. Et ce qui est un peu rigolo dans le roman que je suis en train d'écrire, c'est qu'ils essayent aussi un peu d'obtenir une sorte de label bio pour de la viande qui est faite à base... Qui n'est pas de la vie, en fait. Qui vient pas de la vie. De laboratoire. Mais en fait, ils prélèvent des cellules sur des animaux. Donc, à la base, c'est la vie quand même. Oui, d'accord. Mais voilà, il y a deux techniques. Il y a aussi une technique d'impression 3D de viande, apparemment, j'ai entendu, que j'ai aussi du coup rajouté, parce que je me documente au fur et à mesure. Il y a tellement de choses qui sortent. Donc voilà, et ça se passe, c'est pour ça que ça se passe du côté de la Silicon Valley, parce que j'ai vu qu'il y avait une usine de biotechnologie dans la Silicon Valley, et là où ça se passe, d'ailleurs, c'est pas très très loin des studios Pixar que j'ai implanté le lieu de voilà. Génial. Bon, super. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est de nos jours, et voilà. Bon, est-ce que on va terminer peut-être sur est-ce que tu voudrais nous dire, pour ceux qui t'écoutent, si tu as un secret d'écrivain ou un conseil ou un truc, je sais pas. Alors c'est vrai que le conseil classique qu'on donne à tous les écrivains, je pense qu'il est bon d'écrire au moins un peu tous les jours, de jamais perdre le fil de l'écriture. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé, quand j'étais en emploi, et que c'était difficile parce qu'il fallait trouver le temps pour écrire. En plus, j'ai 2 enfants, une femme, tout ça. Donc, c'est d'écrire dans le train. Ça m'a pas mal aidé. J'avais lu ça, c'est un conseil d'un auteur qui s'appelle Robert Butler, qui a été prix Pulitzer, et qui disait qu'on pouvait se créer sa propre bulle en voyageant et continuer à écrire, de la même manière qu'on peut arriver à lire en étant dans sa bulle. De toute façon, souvent les auteurs sont aussi des lecteurs, sont de très bons lecteurs, des bons auteurs. Et
Et un lecteur qui lit beaucoup, qui arrive à imaginer son univers, n'est finalement pas si loin que ça de l'acte de création. Et, et donc, cette histoire de se retrouver dans sa bulle, ça peut vraiment aider pour écrire, parce que c'est des périodes de trajet définies. Donc, si vous avez une demi-heure pour écrire, il faut que je l'utilise. Alors, des fois, je ne l'utilisais pas forcément pour écrire. Des fois, je pouvais réfléchir simplement à un concept pendant une bonne partie du trajet. Il faut s'autoriser aussi, des fois, à relâcher. Il faut, bien sûr, à rêver, à imaginer, bien sûr. Mais c'est toute l'élaboration du roman se fait pour la plus grande partie comme ça. Mais Jacques Vendroux, par exemple, il écrit dans les trains, ou en tout cas, il a longtemps écrit dans les trains. Voilà, ben, ça ne m'étonne pas, c'est une excellente méthode. Oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alan. Je te remercie beaucoup de cet entretien que tu nous as donné, de nous avoir fait part de ton univers. J'espère que ça a donné envie à beaucoup de lecteurs de te lire. Vraiment, ils ne vont pas regretter. C'est vraiment un univers à part. Tu es quelqu'un de très particulier et voilà, les lecteurs ont tout à gagner à te découvrir. Alors, je vais te dire au revoir. D'accord. Au revoir, Alice, et merci beaucoup pour ton accueil et pour cette interview. Ben non, c'était super.